Bonsoir donc à vous tous. Je vais essayer d'aborder cette question qui est une question d'abord douloureuse et assez compliquée. Assez compliquée en tout cas si on en juge par la récurrence des controverses qu'il y a autour de cette question. Puisque à chaque fois qu'émerge la question du suicide en lien avec le travail, se pose bien sûr la question de ce fameux lien avec le travail. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut déterminer qu'un suicide ou une tentative de suicide peut être au moins partiellement attribué à la détérioration d'une situation de travail. C'est un problème qui peut paraître nouveau si on considère que ça fait à peu près seulement 2 ans finalement que cette question a émergé, en tout cas dans les médias. En même temps que c'est un phénomène qui est beaucoup plus ancien que ça. En tout cas, on peut repérer que c'est à peu près depuis la fin des années 90 que les médecins du travail ont rapporté des cas de suicide de ce type, c'est-à-dire des suicides sur le lieu du travail ou des suicides attribués aux situations de travail. Alors, pour contribuer à éclairer ces drames, je vais essayer d'aborder ici 5 questions en veillant autant que faire se peut à ne pas m'étendre trop de manière à bien sûr laisser du temps pour les échanges. Je vais tout d'abord essayer de faire le point sur finalement qu'est-ce qu'on sait de cette question-là, quel est l'état des connaissances sur les suicides dans le monde du travail. Ensuite, j'essaierai de voir comment est-ce qu'il est possible ou pas d'établir un lien entre ces suicides et le travail. Autrement dit, est-ce qu'il s'agit de fragilité individuelle ou est-ce qu'il s'agit d'une dégradation des situations de travail? Ensuite, j'essaierai de voir comment on peut mettre en perspective les évolutions du monde du travail et ce qui apparaît de plus en plus comme des signaux d'alarme, ces suicides. Je ferai un petit crochet sur une autre question. Quel lien peut-on faire entre le suicide et la problématique de la reconnaissance au travail, qui est une problématique centrale aujourd'hui? Et puis enfin, bien sûr, il s'agira de regarder quels sont les dispositifs et les actions qui sont mises en place dans les entreprises ou dans les milieux de travail qui sont confrontés au suicide de salariés. Sur le premier point, donc, je pourrais dire que je vais pouvoir le traiter assez rapidement, puisqu'il y a finalement extrêmement peu de recherches qui ont été conduites sur cette question. Alors que pourtant, on estime que le nombre de suicides dans le monde du travail augmente chaque année. Si on regarde les études disponibles sur cette question, on peut repérer par exemple aux États-Unis une étude de Conroy qui a été réalisée en 1989, pardon. C'est une étude qu'il a faite à partir d'un fichier de données nationales sur le suicide au travail. Et ce, sur une période de 1980 à 1985. Qu'est-ce que met en évidence cette étude? Très peu de choses. D'abord, un taux moyen de suicide au travail de 2,3 pour 1 million de travailleurs. L'étude met aussi en évidence que les hommes se suicident au travail 7 fois plus que les femmes, 7 fois plus souvent que les femmes. Et puis encore que le risque suicidaire augmente avec l'âge. En France, on n'a aucune information à ce jour sur la prévalence du suicide en milieu de travail, sur les profils professionnels, sur les modes opératoires des candidats au suicide. Et pourtant, régulièrement, les médias estiment à environ, disons, 300 à 400
le nombre de salariés qui, chaque année, se donnent la mort sur leur lieu de travail. Cette estimation, ils ne peuvent sans doute la tirer que de la seule enquête qui a été réalisée en France sur ce sujet. C'est une enquête qui a été réalisée en 2003 par l'inspection médicale du travail de Basse-Normandie. En effet, début 2002, l'inspection médicale du travail reçoit, à quelques jours d'intervalle, l'appel de trois médecins du travail qui sont chacun confrontés à une tentative de suicide sur le lieu de travail ou à proximité du lieu de travail. Alors l'inspection décide d'adresser à tous les médecins du travail de la région un questionnaire très simple. Ont-ils eu connaissance de tentatives de suicide ou de suicides liés au travail dans les entreprises dont ils ont la charge, et ce, au cours des 5 dernières années? Quels sont les résultats? Sur 201 médecins, 190 ont répondu au questionnaire. Sur les 190, 131 n'ont pas eu connaissance de tels cas. Par contre, 55 ont connu un ou plusieurs cas de suicide ou tentative de suicide. On va donc dénombrer à partir de cette enquête 107 cas de suicide ou tentative de suicide. 68% de ces cas sont le fait d'hommes, dans une tranche d'âge de 30 à 50 ans, dans 72% des cas. Dans 70% des cas, les suicidants ont plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Tous les secteurs professionnels sont concernés, avec néanmoins une incidence un peu plus grande dans le secteur sanitaire et social, puisqu'il représente à lui seul un tiers des cas. Les postes de travail occupés par les suicidants sont peu qualifiés dans 2 tiers des cas. On note par ailleurs dans les résultats qu'un tiers des personnes souffraient antérieurement de pathologies anxio-dépressives essentiellement, et dans 8 des cas recensés, c'est-à-dire c'est assez peu, présentaient une pathologie mentale de type psychotique. Mais, et je pense que c'est important de le noter, dans 40% des cas, aucune pathologie antérieure n'est signalée par le médecin du travail. Il faut aussi noter, et ça a son importance, que dans un cas sur 2, la personne s'était déjà confiée au médecin du travail. Et dans le cadre de cette consultation, ce qui avait été évoqué, c'est des problèmes, on va dire, d'ordre privé. Il sera question de séparation, de divorce, de difficultés avec les enfants, de difficultés financières. Mais aussi, et dans 47% des cas, il sera lourdement question de problèmes professionnels. Les problèmes professionnels les plus souvent évoqués sont d'une part la sensation de ne plus pouvoir assumer physiquement l'activité professionnelle. C'est aussi beaucoup les difficultés d'adaptation à un nouveau rythme de travail, à un nouvel environnement de travail, à de nouvelles tâches. C'est encore, il sera aussi question beaucoup des restructurations mal vécues, car synonymes de mutation, de déclassement, de perte de repères. Si on veut essayer de synthétiser ce qui domine finalement, du point de vue des difficultés professionnelles, ces 2 idées forces ici, fréquemment exprimées lors de ces consultations, l'intensité du stress au travail et la peur de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir faire face. Si on poursuit notre tour d'horizon des études disponibles sur cette question, on trouve encore d'autres études qui sont d'ailleurs plutôt américaines ou japonaises et qui vont chercher, elles, à savoir s'il existe des groupes professionnels, s'il existe des métiers à risque de suicide. Alors ces études vont identifier, en tout cas elles vont nous présenter certaines professions comme étant plus exposées au risque de suicide,
C'est notamment le cas des militaires, des policiers, des médecins et des agriculteurs. On va retrouver là, bien sûr, la question du stress, à l'origine de dépression. On va retrouver aussi un autre facteur qui est l'exposition à des événements traumatogènes, exposition qui est largement associée à la mortalité par suicide. Et puis, évidemment, on va retrouver une caractéristique importante pour ces métiers, pour bon nombre d'entre eux, c'est le fait qu'ils ont, du fait de l'exercice professionnel, un accès facile à des méthodes qui permettent effectivement de se donner la mort. On pense par exemple au port de l'arme. Cependant, et ce que soulignent aussi ces études, c'est que finalement toutes les familles de métiers semblent concernées. Toutes les familles de métiers peuvent connaître, bien sûr, des situations de travail qui peuvent fragiliser un professionnel, qui peuvent le mettre en difficulté. Je voudrais enfin conclure ce bref tour d'horizon pour souligner l'importance, quand on veut penser le lien entre travail et suicide, l'importance d'une prise en compte des chômeurs, des demandeurs d'emploi, population à propos de laquelle d'ailleurs nous n'avons strictement aucune donnée. Je vais donc tenter maintenant d'aborder la deuxième question. Comment est-ce qu'on peut penser le lien entre travail et suicide? C'est une question compliquée, c'est vraiment une question complexe. Bien sûr, on peut dire que les difficultés sont atténuées pour penser cette liaison entre l'acte suicidaire et la situation de travail. Les difficultés sont atténuées quand le suicide a lieu sur le travail. À l'évidence, il s'agit d'un message qui désigne par là l'origine de la souffrance. De la même manière, quand le suicide est accompagné d'une lettre non équivoque, le questionnement se clarifie. On peut aussi, bien sûr, s'appuyer sur le témoignage des proches. Et quand ceux-ci font état de la dégradation de la situation professionnelle, alors il faut, bien sûr, penser cette situation professionnelle. Cependant, on pourra, dans tous les cas, arguer que ces personnes pouvaient rencontrer aussi des difficultés personnelles, familiales. Ceci dit, on ne fait que déplacer la question, puisque alors il faudra nous demander si ces difficultés personnelles ou familiales ne pourraient pas être, elles aussi, une conséquence de la dégradation de la situation et du rapport au travail. Comme je vous le disais tout à l'heure, on voit toujours apparaître dans l'entreprise où a lieu le drame, mais aussi dans les médias, mais aussi dans les discussions d'une manière plus générale, ces controverses, toujours, sur la causalité du geste suicidaire. Est-ce que le geste suicidaire est à attribuer au travail, au hors-travail, ou est-ce qu'en fait il est lié à une pathologie préexistante ? Je pense qu'on peut évidemment considérer que le suicide est dans tous les cas, et je pense que les conférences précédentes l'ont aussi souligné, le suicide est dans tous les cas un phénomène plurifactoriel, c'est-à-dire qu'il met une cause et une seule. Pour ce qui nous concerne ici, il nous faudra en tout cas penser la rencontre entre un sujet et sa situation, son contexte de travail, pour pouvoir éclairer cette question-là. Je parlerai ici de suicide réactionnel. Pourquoi réactionnel? Au sens où le suicide sur le lieu de travail ou en lien avec le travail me semble être l'aboutissement d'une relation pathologique à l'environnement.
je dis bien d'une relation pathologique à l'environnement et je ne dis pas que le sujet est porteur d'une pathologie mentale et c'est quelque chose bien sûr de très différent. Dans le suicide réactionnel, le sujet est le plus souvent dans une relation conflictuelle avec un individu, un collègue, avec son groupe, son équipe, avec le service, l'entreprise dans lequel il travaille. Et il y a toujours du psychologique et du social dans cette affaire. Et donc, il s'agira d'analyser les processus psychosociaux et de résister à tout déterminisme univoque. On peut déjà observer que le passage à l'acte est bien la transcription dans l'agir de réponse à un seuil de tension qui est devenu intolérable. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que l'agir ici porte sur la personne propre, comme si finalement son territoire d'action ne pouvait pas s'étendre au-delà des limites de son propre corps. Et ce, sur fond de carence des mécanismes régulateurs et des mécanismes défensifs. Comme si finalement le suicide réactionnel était la seule issue trouvée par le sujet dans une situation qu'il estime mortelle. Mortelle au sens où il juge le risque d'anéantissement plus dangereux dans la tentative de survie que dans la tentative de mort. Au cœur du suicide réactionnel, on trouve le plus souvent une perte. Pas nécessairement une perte, la perte d'un être cher, comme il en est question, par exemple, dans le deuil, mais plutôt et plus fondamentalement d'une perte d'appartenance. De ce point de vue-là, l'exemple de la mise au placard et l'expérience de la mise au placard est très parlant de ce que peuvent vivre des personnes reléguées, certes non licenciées, mais maintenues dans une situation de non-travail forcé et reléguées donc dans les coulisses de l'organisation productive. On peut dire que la force et la valeur de l'appartenance organisent, pour certains en tout cas, l'ensemble des choix existentiels. Et l'hégémonie, la prégnance du sentiment d'appartenance se repère d'abord par l'ampleur de la catastrophe, l'ampleur cataclysmique que prend pour un sujet le rejet, l'abandon, la rupture des engagements réciproques. Finalement, le risque majeur pour le sujet, c'est bien le risque du bannissement. Et là, il n'y aurait pas d'autre issue que la mort. On peut poursuivre la réflexion en se disant, toujours dans cette mise en perspective du lien entre travail et suicide, en se disant qu'on peut encore ouvrir une autre question et observer que bien souvent, le travail constitue une ressource précieuse pour dépasser des difficultés personnelles auxquelles nous sommes tous exposés les uns et les autres un jour ou l'autre. Alors, du coup, on peut se demander pourquoi ici, l'activité professionnelle, les relations de travail, n'ont pas rempli leur fonction de protection de la santé. Pourquoi l'environnement de travail n'a pas pu repérer le risque suicidaire? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu le prévenir? Ça nous amène bien sûr à nous interroger sur l'environnement de travail et d'une manière plus générale sur les transformations du monde du travail qui pourraient nous aider à comprendre ces différentes questions. Je ne vais pas me lancer dans un diagnostic exhaustif de ces transformations du monde du travail.
Ce serait sans doute trop long. Je vais me contenter de repérer les principales évolutions. Depuis les années 80, nombre de travaux montrent que les exigences du travail sont devenues plus fortes, beaucoup plus fortes, et que dans le même temps, les moyens nécessaires pour répondre à ces exigences ont été réduits. Alors, quelles sont les principales évolutions repérées? Bon, tout d'abord, ce n'est pas un scoop, hein, je ne vais rien vous révéler aujourd'hui. On retrouve bien sûr la question de la précarisation. La précarisation de l'emploi, réduction des effectifs, augmentation de la sous-traitance, délocalisation, réduction du nombre de fonctionnaires, augmentation du recours à l'intérim, au contrat à durée déterminée. Vous connaissez ça par cœur. Précarisation de l'emploi, mais précarisation du travail aussi. Par la flexibilité interne, qui se traduit par la multiplication des réformes de structure, des réorganisations, des réaffectations, des mobilités géographiques ou professionnelles imposées. Deuxième grande évolution, massivement soulignée aussi, l'intensification du travail. La charge et les rythmes de travail augmentent. Plusieurs facteurs concourent à ça. La pression des exigences dites de compétitivité, mais aussi bien sûr la réduction des effectifs, la diminution du temps de travail. Je pense à la mise en place des 35 heures sans embauche et sans modification de l'organisation du travail, mais aussi intensification du travail par l'attribution de nouvelles activités. Je pense par exemple aux activités qui sont relatives à la mise en place des procédures de qualité, à la mise en place de ce qu'on appelle la traçabilité, et puis des activités qui concernent l'organisation du travail d'une manière générale, qui est de plus en plus déléguée par l'encadrement aux salariés eux-mêmes. Troisième évolution majeure, le développement des activités de service. Et le développement de l'activité de service, c'est aussi l'apparition de nouvelles formes de contradiction entre productivité et qualité. Je ne vais pas développer beaucoup, disons simplement que la massification du service amplifie les contradictions entre, d'une part, la nécessité de personnaliser la prestation pour en améliorer la qualité, et d'autre part, l'exigence de standardisation, de normalisation de la prestation, de manière à dégager des gains de productivité. Alors bien sûr, l'intensification du travail, elle va plutôt pousser vers l'uniformisation du service. Alors qu'en même temps, la qualité du service rendu, elle est mesurée par des indices de satisfaction. Des indices de satisfaction du client qui, lui, attend d'abord, évidemment, un ajustement de l'offre à sa demande, à ses besoins. On peut dire que le travail, finalement, devient de plus en plus équivoque, au sens où il va confronter à, et sans doute plus qu'autrefois, à une plus grande indétermination des buts, des priorités, des moyens de l'action. Et finalement, tout ça fait naître un certain nombre de problèmes de conscience qu'auparavant, on pouvait tenter d'explorer, de penser, de discuter collectivement. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et c'est donc une quatrième évolution majeure concernant donc les transformations du monde du travail, c'est la solitude et l'érosion des collectifs. Le salarié aujourd'hui est beaucoup plus seul pour faire face aux difficultés du travail. Il s'agit là de la fragilisation des cadres d'élaboration collective, des repères
et des critères de l'action, que sont les collectifs de travail d'une part, les équipes, mais aussi les communautés professionnelles, les métiers. Cette fragilisation, elle s'opère de différentes manières. Par la précarité des équipes qui ont aujourd'hui des ajustements variables en fonction de nouveaux dispositifs qu'on appelle dispositifs par réseau ou dispositifs groupe projet. On va trouver aussi une tendance quand même à la dilution de la référence au métier, puisque ce qui est plutôt valorisé, c'est la mobilité, c'est l'adaptabilité, c'est la polyvalence. On observe aussi de multiples signes d'une dégradation de la socialisation professionnelle et des conditions d'apprentissage, comme d'ailleurs aussi de la transmission des savoirs et des savoir-faire, notamment parce que finalement les temps de préparation, les temps de pause, les temps de formation, les temps d'entretien des compétences professionnelles sont de plus en plus aujourd'hui considérés comme des temps improductifs et donc à réduire bien sûr au minimum. À cela s'ajoute un certain nombre de procédures qui relèvent de ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines, qui accroissent aussi cette tendance à la solitude en situation de travail. L'individualisation de la gestion des ressources humaines, avec toutes les déclinaisons qu'on connaît, individualisation des rémunérations, individualisation des temps et des rythmes de travail, individualisation des carrières, individualisation des parcours de formation, individualisation des dispositifs et des critères d'évaluation. On pourrait dire, comme le signale Robert Castel, qui est un grand sociologue, que la figure du salarié moderne aujourd'hui est celle d'un intérimaire permanent, sans tradition ni racines, apte au changement, disponible, adaptable en toutes circonstances. La promotion de l'initiative, la promotion de l'autonomie, de la responsabilité suggère finalement que les appuis doivent être trouvés sur ces ressources propres, sur nos ressources propres. On peut dire que cette valorisation de l'autosuffisance fait bien sûr écho à l'idéologie individualiste qui massivement occulte la nécessité de repères symboliques qui se déploient dans le déni de l'inscription dans un ensemble, dans une chaîne et dans une histoire. Chacun aujourd'hui est plutôt sommé d'être l'acteur de son projet professionnel, de développer ce qu'on appelle, suivant cette jolie formule, son portefeuille de compétences. Chacun doit être donc l'entrepreneur de sa vie. Et c'est dans l'individu, et lui seul, que se trouve la clé de ses réussites et de ses échecs. On voit comment on a affaire ici à ce qu'on peut appeler une inflation du psychologisme, dans le plus mauvais sens du terme, une inflation du psychologisme qui conduit bien sûr aussi dans le même temps à une occultation des questions sociales au profit d'une approche qui n'est pas seulement individualisante, qui est aussi profondément culpabilisante, puisque chacun est renvoyé, quand il a des difficultés, à ses propres insuffisances. Il y aurait donc dans notre monde des performants, des battants capables de faire face à ces évolutions du travail, à la montée des contraintes, mais il y aurait aussi bien sûr des perdants, vulnérables, disposant, eux, de peu de ressources personnelles pour relever les défis. Cette naturalisation des réussites et des échecs occulte, ou en tout cas tente d'occulter,
que bien évidemment, chacun d'entre nous est exposé à cette vulnérabilité. Personne ne peut se dire, sauf à délirer quand même un peu, à l'abri du vieillissement, par exemple. Personne ne peut se dire à l'abri de la fatigue, d'une maladie, de problèmes familiaux, conjugaux. Comme d'ailleurs personne ne peut sérieusement penser être toujours en capacité de maîtriser sa vie professionnelle, et ce, en toutes circonstances. Alors évidemment, dans un tel contexte, on peut comprendre que l'usure physique et psychique gagne du terrain. Et la médecine du travail ne manque pas d'ailleurs de le signaler, dans la mesure où ils sont, si je puis dire, aux premières loges pour voir se multiplier les signes d'une altération de la santé au travail. On pense bien sûr aux maladies professionnelles, d'abord, dont le nombre ne cesse de progresser et dont la gravité peut conduire jusqu'à des mises en invalidité. J'évoquerai pas, j'essaye de m'auto-réguler mon temps de parole, donc j'évoquerai pas le problème de santé majeur que constituent les troubles musculo-squelettiques, ce qu'on appelle les TMS, qui sont véritablement des pathologies de surcharge, qui viennent aujourd'hui en tête des maladies liées au travail, et qui peuvent être éclairées bien sûr par une prise en compte des contraintes physiques de travail, mais de plus en plus d'études montrent aujourd'hui qu'on ne peut pas dissocier les TMS de la contrainte psychique de travail. Pour ce qui me concerne ici, je vais plutôt m'intéresser à l'usure associée à la charge psychique de travail, une usure qui est à l'origine de frustration, de fatigue, de stress, d'épuisement professionnel, autant de thématiques qui sont aujourd'hui extrêmement présentes dans les milieux de travail. Le stress qui est vraiment une catégorie de sens commun, qui est la formule la plus souvent utilisée pour expliquer, pour donner forme au malaise ressenti dans l'expérience du travail. Ce qu'il faut noter, bien sûr, c'est que la prégnance de cette référence au stress dans le monde du travail, elle révèle pas seulement l'intensité de la pression, l'augmentation des exigences. Ce qu'elle révèle aussi, c'est la réduction des moyens pour répondre à ces exigences, et c'est fondamental. Ce ne sont pas les épreuves du travail qui sont stressantes. C'est l'impossibilité de les aménager, l'impossibilité de les surmonter. Alors le stress, c'est une vieille histoire. Le stress a d'abord été présenté comme la maladie des dirigeants, des cadres, des métiers à responsabilité. Il tend aujourd'hui à se généraliser. Alors, il y a toutes sortes d'enquêtes sur le stress. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Disons que si on se réfère à la fois aux enquêtes américaines, mais aussi aux enquêtes réalisées dans le cadre de l'Union européenne, les résultats sont à peu près concordants. 30 à 40% des salariés se disent stressés, exposés au stress. C'est une proportion qui a largement augmenté depuis les années 90. Ces études, elles montrent encore que le lien entre la déstabilisation au plan psychologique et le travail se porte notamment dans des situations où les salariés sont soumis à de fortes exigences professionnelles, quand ils ont peu de prise sur leurs conditions de travail, ou encore quand ils se sentent très isolés dans leur entreprise. Il y a un lien très fort aussi établi entre stress et dépression et anxiété. Par comparaison avec les salariés qui n'auraient pas de conditions de travail éprouvantes, les études montrent, en tout cas au niveau européen, que le risque de dépression est majoré de plus de 80% chez les femmes
est multiplié par 3 chez les hommes. Le lien donc à l'anxiété aussi est très fort, puisque le risque est doublé pour les hommes et triplé chez les femmes. Je voudrais quand même aussi compléter ces quelques chiffres en soulignant que la fréquence de la dépressivité parmi les chômeurs est de l'ordre de 24% chez les hommes et de 21% chez les femmes, pour ce qui concerne donc ces enquêtes quantitatives. Alors, comment poursuivre la réflexion sur ces questions ? Ces questions, finalement, elles nous conduisent bien sûr à nous demander, mais finalement, qu'est-ce qu'il en est de la souffrance au travail aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il en est aussi, malgré tout, du plaisir au travail ? Et peut-être que pour aller plus loin, on peut rappeler que cette double question, souffrance et plaisir au travail, peut s'éclairer par sa mise en perspective avec les enjeux de la relation au travail. Un double enjeu, en fait. Dans la relation au travail, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir trouver ou de pouvoir donner du sens à ce qu'on fait et de pouvoir en tirer une double reconnaissance, à la fois à ses propres yeux, en termes d'image de soi, mais aussi aux yeux des autres. Or, et je voudrais m'arrêter là-dessus, les plaintes relatives aux défauts de reconnaissance occupent aujourd'hui le devant de la scène dans le monde du travail. Ce défaut de reconnaissance, il est associé aux difficultés à parler du travail réel. Difficulté de dire que c'est pas toujours simple, qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire, qu'il y a des choses qu'on fait sans bien être sûr de la validité des choix que l'on fait. La difficulté aussi à dire que l'on ne fait pas ce qu'il est prévu qu'on fasse, que l'on ne se conforme pas aux prescriptions, aux objectifs affichés. On a une sorte de montée d'une conception gestionnaire du travail qui favorise finalement une sorte de méconnaissance des situations de travail réelles. On peut dire que l'appréhension des situations de travail réelles passe par le filtre finalement d'indicateurs et de ratios divers. L'essentiel étant de rendre les tableaux de bord, beaucoup plus que la réalité, conformes aux prévisions fixées. Ce défaut de reconnaissance des contributions déployées pour que le travail se fasse, pour faire face au réel, comme le déni de la délégation implicite de la gestion des contradictions qui sont inhérentes aux activités, tout cela finalement concourt au silence sur les activités, et ce bien sûr d'autant plus que pèse à la fois menace ou culpabilité. Alors, on assiste finalement à une sorte de déréalisation des discours sur le travail, déréalisation qui creuse la distance entre ce que chacun éprouve comme vrai et ce qu'il est acceptable de montrer et de dire. On a une sorte de simulacre qui met en scène une contrefaçon du travail et qui relègue dans les coulisses le travail concret. Alors, évidemment, il sera question d'un défaut de reconnaissance, puisque le travail réel s'opère d'une certaine manière dans les coulisses. Mais plus fondamentalement et peut-être plus gravement, ce dont il est question, et c'est l'autre face de cette problématique de la reconnaissance, c'est de plus en plus l'impossibilité de se reconnaître dans son travail. Comment savoir si ce qu'on fait est juste, correct, pertinent, utile ? Comment décider que ce qu'on fait, c'est du bon boulot ? Comment trouver du sens à ce qu'on fait quand il n'y a plus d'espace pour dire ce qu'on fait, pour débattre du travail,
pour débattre des critères de l'action. Alors, effectivement, sur fond d'intensification du travail, sur fond de discours qualité et de déni du réel au travail, se déploie une souffrance sourde, à la mesure de l'écart croissant entre le travail réalisé et le travail rêvé. Le travail rêvé, c'est-à-dire celui qu'on voudrait pouvoir faire et celui qu'on ne parvient pas à faire. Je pense que le renoncement au travail bien fait a un coût psychique très lourd. Et quand le salarié estime ne plus pouvoir faire un travail de qualité, alors il le vit comme une indignité personnelle. Cela peut conduire jusqu'à la honte. Et la honte ne se partage pas. La honte renforce le silence sur le travail et l'isolement de chacun. Le sentiment de faire du mauvais travail, de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir faire face à la charge de travail qui s'accumule, aux exigences qui s'accroissent, tout ça, bien sûr, sera d'autant plus menaçant que la personne a une forte conscience professionnelle. Autrement dit, ce qui est normalement considéré comme puissance de travail, ce qui est sollicité par le management, qui attend une forte implication de chacun dans le travail, ce qui est apprécié comme une condition essentielle de la performance aujourd'hui, eh bien c'est aussi le creuset d'une vulnérabilité qui peut donner naissance à un drame. L'exigence à l'égard de soi-même, l'exigence à l'égard de son travail peut conduire, quand la personne a le sentiment qu'elle perd pied, qu'elle est mise en échec au regard de cette exigence, à une profonde déstabilisation. La perte de confiance en soi, la perte de l'estime de soi conduit en général à s'accuser. Alors, l'idée de suicide comme délivrance peut commencer à se profiler. Pour terminer, je vais m'attacher à présenter rapidement les dispositifs qui sont mis en place dans les entreprises qui sont confrontées au suicide. Un suicide ou une tentative de suicide, on le comprend aisément, constitue pour l'entreprise à la fois une situation d'urgence à gérer, mais aussi un signal d'alerte sur un possible malaise plus largement répandu. Du côté du traitement, si je puis dire, de la situation d'urgence, le suicide ou la tentative de suicide est en général évoqué comme une sorte d'électrochoc. Autrement dit, le moment de sidération dépassé, les collègues vont rapidement évoquer leurs émotions, diversement en fonction bien sûr du lien qu'ils entretiennent avec la victime. Tristesse, ressenti de la perte, mais aussi toujours culpabilité. Culpabilité de n'avoir pas perçu, d'avoir pas anticipé, d'avoir pas su aider. Une culpabilité d'ailleurs qui peut alimenter aussi la colère. La colère et la recherche de responsables. Alors, un autre peut être désigné comme responsable. Un autre collègue, la hiérarchie, l'entreprise. Ça permet aussi, bien sûr, d'externaliser sa propre culpabilité. On va aussi retrouver de l'ambivalence quand se mêlent des affects négatifs vis-à-vis de la victime, quand on ne l'appréciait pas beaucoup, mais aussi des affects de tristesse qui sont considérés comme devant être normalement ressentis devant de tels drames. Le passage à l'acte sur le lieu de travail va évidemment impacter fortement les salariés, individuellement mais aussi collectivement. Je viens d'évoquer les émotions associées.
mais bien souvent aussi, cet événement va générer des tensions très fortes et des conflits relationnels importants. Dans un tel contexte, la communication interne est indispensable. Il s'agit à la fois de souligner la gravité de l'événement, mais aussi d'assumer la part éventuelle du travail dans sa survenue. Bien sûr, les raisons d'un suicide sont toujours complexes, toujours difficiles à démêler. Mais la part qu'a pu jouer le travail dans la décision du salarié de mettre fin à ses jours ne peut en aucune manière être écartée d'emblée. Il faut donc accepter de l'évaluer. Cela permet aussi dans le même temps d'envoyer un message aux personnes qui sont éventuellement en souffrance dans l'entreprise, qu'elles puissent entendre à travers ce message que des solutions vont être cherchées pour améliorer le travail. A contrario, et c'est malheureusement bien souvent le cas, réduire d'emblée les causes du suicide à des fragilités individuelles, à des raisons personnelles, montre, 1, que l'entreprise ne s'interroge pas sur son organisation du travail et que rien ne va bouger. 2, renvoyer à la sphère privée n'élude en aucune manière la culpabilité de ne pas avoir su prévenir, de ne pas avoir su empêcher. Et ça ne prévient sûrement pas non plus la dégradation des relations, la perte de confiance dans l'environnement de travail. Finalement, l'omerta, le silence, est beaucoup plus menaçant que la parole. Le silence creuse toujours le lit d'une interrogation sur la valeur accordée à chacun, sur la valeur accordée à l'homme en milieu de travail. Ce qui émerge alors, c'est l'image d'un milieu déshumanisé, sans plus aucune solidarité. Chacun travaillant dans une indifférence générale. Alors oui, la prévention passe par la parole. Parler du suicide, parler aux suicidants pour éviter la répétition du geste, parler aux proches du suicidé pour éviter l'enfermement dans une culpabilité mortifère et éventuellement proposer une prise en charge psychologique, individuelle ou collective, pour les personnes qui ont été directement touchées par cet événement. Si on regarde maintenant les choses un peu plus à distance de l'événement et qu'on essaye de penser dans une démarche préventive, que peut-on dire? Ce qu'on peut dire déjà, c'est que l'employeur est tenu par la loi du 17 janvier 2002, loi dite de modernisation sociale, de, je cite, « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement. » Ce n'est pas le seul. Tous les autres acteurs de l'entreprise doivent aussi contribuer à cette préservation de la santé mentale. Je pense bien sûr aux services de santé au travail, mais aussi aux élus, aux représentants des salariés dans les différentes instances, comités d'entreprise, CHSCT, etc. Chacun a un rôle à tenir, comme le stipule d'ailleurs l'article L230-3 de cette même loi qui précise, je cite, « Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. » Alors, peut-être faut-il penser qu'avant d'empiler, si je puis dire, de nouvelles actions ou de nouveaux dispositifs, peut-être faudrait-il d'abord comprendre
Pourquoi ceux qui existent, ceux qui sont censés exister, ceux qui sont déjà instaurés, y compris par la loi, pourquoi est-ce que ces dispositifs ne fonctionnent pas ou insuffisamment? Les nouveaux dispositifs ne manquent pas. Je pense par exemple aux cellules d'écoute qui se multiplient dans différents secteurs professionnels, ou encore aux numéros verts, anonymes et gratuits. Ce dont il est question ici, ce sont donc deux dispositifs visant une prise en charge individuelle et, de mon point de vue, palliative. Palliative au sens où il s'agit de sortes de perfusion psychologique. Ce ne sont pas des dispositifs qui s'attaquent aux causes, qui s'attaquent au processus à l'origine de la souffrance au travail. C'est plutôt des dispositifs qui sont enfermés dans une vision individualisante. L'écoute qui est proposée porte sur la façon dont l'individu va gérer son émotion, ses émotions, dans son rapport au travail. Par contre, l'organisation du travail, les conditions de travail, ça, c'est des questions qui sont tout à fait hors du champ de l'analyse de tels dispositifs. En fait, on pourrait en citer d'autres, puisque on est convié aujourd'hui à accroître notre résistance au stress. Et pour ça, on nous propose des tas de choses. On nous propose de faire du yoga, de la relaxation, de suivre des stages de formation à la gestion du stress. On peut nous donner aussi d'excellents conseils en termes d'hygiène de vie, où vous découvrirez avec stupéfaction qu'il vaut mieux faire du sport, ne pas fumer et éviter de trop boire. Bon, tout ça, évidemment, peut nous aider, sans doute, mais ne touche en aucune manière aux sources de stress dans le monde du travail aujourd'hui. Alors, il y a un autre dispositif en vogue aussi, ce qu'on appelle les observatoires du stress. Je noterai d'ailleurs, au passage, entre parenthèses, que vous avez dû bien sûr entendre parler de la vague de suicides chez Renault, au Technopole, à Guyancourt, et que 6 suicides quand même, hein, en 2 ans. Eh bien, Renault, il y a 10 ans, avait déjà mis en place, et c'était d'ailleurs une des premières entreprises à l'avoir fait, un observatoire du stress. Donc on voit l'efficacité du dispositif. La mise en place de ces observatoires, je ne veux pas dire qu'elle est inutile, bien sûr, en toutes circonstances, mais si évidemment cette mise en place ne s'intègre pas dans une démarche de prévention, alors effectivement, elle est tout à fait contre-productive. Il s'agit, si on se contente finalement, de rassembler des indicateurs de souffrance sans donner une suite rapide et adaptée aux problèmes identifiés, alors on fait des beaux tableaux, mais des beaux tableaux sans suite, des symptômes répertoriés et des risques qu'on appelle aujourd'hui donc les risques psychosociaux. Il y a une autre limite aussi, je pense, à ces grandes enquêtes qui sont réalisées par les observatoires du stress. Ce sont comme si finalement, pour s'occuper de la question de la souffrance au travail, il fallait d'abord la quantifier. Pour trouver que le problème mérite qu'on s'y attache, il faut essayer de repérer, en termes de pourcentage, combien de salariés sont concernés. Moi, je pense véritablement que la souffrance, même quand elle est exprimée par une minorité, témoigne le plus souvent de problèmes d'organisation qui touchent la plupart du personnel de l'entreprise ou du service. Seulement, la majorité s'efforce de tenir malgré tout. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la souffrance se vit beaucoup dans l'isolement. De plus, le niveau global de l'investigation rend difficile la traduction des résultats de ces enquêtes en pistes d'action. Qu'est-ce qu'elles mettent en évidence, ces enquêtes?
Ben, ce qu'on savait déjà, et ce que je vous ai un peu brièvement rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on observe une augmentation du niveau d'exigence au travail, une réduction des moyens et des ressources pour y faire face, un recul du soutien social et un déficit de reconnaissance au travail. À partir des constats aussi généraux que ceux-là, comment orienter l'action de prévention? Je pense vraiment qu'il faut partir à l'inverse des situations concrètes, au plus près de l'activité de travail et de ses difficultés. Autrement dit, partir des équipes de travail et se pencher collectivement sur une question. Concrètement, qu'est-ce qui amène à penser que ce travail, cette situation de travail, dans ces conditions, peut être source d'une souffrance susceptible de conduire jusqu'aux idées, jusqu'aux gestes suicidaires? En fait, la piste à privilégier, bien sûr, c'est plutôt celle du développement des capacités d'analyse et d'action collective. Il s'agit de reconstruire compréhension et solidarité entre les personnels. Et pour ça, il faut dégager du temps. Il faut dégager du temps, dégager des espaces pour la discussion entre le management et les équipes, mais aussi au sein du personnel lui-même et ses représentants. Une toute petite précision qui concerne celle-là, j'essaye de réduire mon propos, qui concerne celle-là la déclaration du suicide au titre d'accident du travail. Si le suicide survient sur le lieu de travail, alors le suicide doit être déclaré comme accident du travail. Par contre, quand le suicide survient en dehors du temps et du lieu de travail, son caractère professionnel était d'emblée exclu. Je dis était parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé. La jurisprudence a modifié la distinction qui était faite antérieurement. Un arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2007, c'est récent, a considéré une tentative de suicide à son domicile d'un salarié comme relevant de l'accident de travail. Ce salarié était en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif. Et la Cour ayant évoqué, je la cite, des faits sérieux, graves et concordants, prouvés par un certificat médical et des attestations, la présomption d'imputabilité au travail a été établie. Alors, il a été considéré que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de résultat, c'est-à-dire l'obligation de veiller à la santé mentale et à la dignité de son salarié. Je voudrais donc, pour conclure, souligner que le soutien psychologique des victimes, entre guillemets, des évolutions du monde du travail, ce soutien, quand il est déconnecté d'une visée de transformation des situations de travail, tout cela conduit finalement à traiter le symptôme. Le symptôme, mais pas les conditions de production de ces symptômes. Aussi, loin de ce qu'on pourrait appeler une sorte d'orthopédie psychologique, à visée essentiellement adaptative, qui va de fait réduire la subjectivité
à un objet de prescription qui serait censé restaurer le bien-être au travail. Il y a d'autres perspectives possibles, celles qui sont développées par ce qu'on appelle la clinique du travail. La clinique du travail qui ouvre effectivement des perspectives alternatives. Il s'agit là plutôt de, comme je le soulignais, centrer l'investigation dans les collectifs de travail, dans les équipes, sur les difficultés rencontrées, sur les conditions de l'activité. Et il s'agit finalement d'accompagner l'élaboration autour des voies de transformation et d'amélioration du travail. Ici, il ne s'agit sûrement pas de se contenter de soigner, si je puis dire, la souffrance au travail, surtout si elle est réduite à une conception qui ferait d'elle une sorte de vulnérabilité personnelle à réparer. La clinique du travail, elle met plutôt l'accent sur la reconquête du pouvoir d'agir. Si la souffrance est toujours liée à un sentiment d'impuissance, à un débordement émotionnel, à l'impossibilité de penser et de dire l'épreuve, alors la prévention passe par la restauration d'une capacité d'élaboration et d'action. Bien sûr, ça suppose l'existence d'un espace social. Ça suppose aussi que des échanges puissent se développer autour de comment construire ensemble des modes d'organisation, mais aussi des modes de coopération qui allègent le poids des contraintes et qui favorisent le plaisir au travail. Je vous remercie.